fake news et la fake news pour l'information vraie. Oui, cela passe également par la sensibilisation et nous le faisons tout le temps. Il faut également travailler à ce que les citoyens prennent conscience du danger des fake news, du danger des discours de l'information sur la société, sur notre démocratie et sur le déroulement du processus électoral. Et on aura fait ce travail, nous sommes conscients que les citoyens vont forcément prendre la mesure des choses et également participer. Nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas des blogueurs, qui sont de simples citoyens, mais qui prennent des actions avec nous, qui nous soutiennent également. Et pour nous, c'est déjà un bon début. Ouais. Et comment comptez-vous mesurer l'efficacité de vos actions sur le terrain? Alors, l'efficacité de nos actions, ça ne se mesure pas forcément par les chiffres, mais ça se mesure par l'impact réel que nous constatons sur les citoyens. Donc, des informations que nous arrivons peut-être à déconstruire et à rétablir sur Internet. Donc, c'est par le nombre d'informations que nous allons pouvoir rétablir que nos actions seront mesurées sur le terrain. Et par les résultats que nous aurons également sur la société, parce que déconstruire les fake news, ça participe également à la cohésion sociale, à la promotion de la paix. Donc avoir un processus électoral du début jusqu'à la fin sans des entraves liées à des fake news, c'est aussi par là que nos actions seront aussi évaluées. Ouais. Merci à vous, Fréjus Tinoglo. Je rappelle que vous êtes le chargé de projet de l'Association des blogueurs du Bénin. Nous vous souhaitons courage et surtout perspicacité dans la neutralité à la cellule de fact-checking. Merci, M. Gava. Mesdames et messieurs, pour des raisons techniques, nous n'aurons pas la revue de presse hebdomadaire ce dimanche, mais je vous propose l'actu sur le web, une compilation de l'actualité d'ici et d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité média. On démarre par la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui a rendu son verdict ce lundi 19 janvier 2026 dans l'affaire opposant l'ancien directeur de la communication digitale de la présidence du Bénin à la journaliste Angela Kpeidja. Cette dernière a été condamnée à 24 mois de prison avec sursis assorti d'une amende d'1 million de francs CFA. Cette décision intervient après près de 2 années de procédure judiciaire. Poursuivie pour harcèlement par le biais d'une communication électronique, la journaliste de la SRTB a été reconnue coupable des faits qui lui ont été reprochés. Statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort, la Cour a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction étaient établis. En plus de la peine de prison avec sursis et de l'amende, la CRIET a condamné Angela Kpeidja à verser 20 millions de francs CFA à l'ancien directeur de la communication digitale de la présidence. À titre de dommages et intérêts, la juridiction a également ordonné la rectification des publications et informations diffusées sur les réseaux sociaux. L'autre actualité sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est bien sûr la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Une rencontre âprement disputée qui a conduit les 22 acteurs à l'étape des prolongations le dimanche dernier. Mais avant, 2 faits de jeu ont marqué ce match au sommet de l'Afrique. À la 93e minute, un but de l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr a été refusé par l'arbitre pour une poussette sur le défenseur marocain Hakimi. Quelques minutes plus tard, Ibrahim Diaz se plaint d'être accroché dans la surface sur corner. Après plusieurs ralentis, l'arbitre accorde finalement un pénalty au Maroc à la 96e minute. C'est alors que la colère gagne le camp sénégalais. Mécontents de la décision arbitrale, les supporters tentent de descendre sur la pelouse. Bravant les stadiers, plusieurs d'entre eux ont été interpellés. Dans cet imbroglio, le sélectionneur sénégalais demande à ses joueurs de quitter le terrain. Après plus de 10 minutes de suspension, le match surprend finalement son parcours et Ibrahim Diaz se présente face à Edouard Mendy. Le joueur du Real tente une panenka
fois, mais la balle est finalement captée par le gardien sénégalais. Lors des prolongations qui ont suivi, le Sénégal ouvre le score à la régulière et remporte la CAN. Cette actualité a tenu en haleine les internautes tout au long de cette semaine. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Tu sors! Tu sors! Papa, où t'es? Papa, où t'es? C'est fini. Il faut prendre le verbe applaudir, il faut conjuguer le verbe applaudir. Le verbe applaudir. Nous applaudir. L'applaudissant. Mais je peux le dire, ne connais pas. Hein? Je peux le dire, ne connais pas. Dites-le, il faut le dire. Je ne connais pas. Vous avez compris, non? Ne riez pas. Hein? Reprends, le verbe applaudir. Nous applaudir. L'applaudissant. L'applaudit. L'imposition. OML. Ok. People are older, have more capacity. Chigadi. Chijoke. Voilà, après ce léger sourire, nous nous retrouvons avec notre invité média Koshimorong Badji. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, merci pour l'invitation et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 3 qui nous suivent. Vous êtes journaliste, vous avez suivi de bout en bout les élections qui se sont déroulées depuis le 11 janvier dernier. Et ces élections ont livré leur verdict pour la prochaine Assemblée nationale. 60 députés que pour l'Union progressiste et 49 députés pour le bloc républicain. Aucun siège pour Moël Bénin, FCBE, encore moins les démocrates. Un parlement essentiellement acquis à la majorité présidentielle. Comment entrevoyez-vous déjà la vitalité des débats au sein de la 10e législature? Merci. Alors, je pense que c'est sans surprise. Parce que sans surprise, pourquoi? Oui, on connaissait les règles et on savait donc... pour cette compétition, on savait les partis politiques. On connaissait les partis politiques qui étaient donc en mesure donc de pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte qui n'est pas nouveau. Souvenez-vous, en 2019, on a déjà donc vu un Parlement qui était totalement acquis à la cause donc du régime en place. Un Parlement qualifié de monocolore. Bien sûr. Donc là, on y retourne. Et moi, je pense que il faut que les choses se fassent autrement. C'est vrai, on a des députés qui sont élus sur la liste donc des partis de la mouvance, mais on peut être acquis à la cause d'un régime et rester donc lucide et objectif. Et ce que moi j'attends, ce que j'espère, c'est que les 109 députés puissent donc correctement jouer leur rôle, déjà conformément à la Constitution, légiférer et surtout contrôler l'action donc du gouvernement. Ça peut être compliqué parce que quand vous vous retrouvez dans une assemblée nationale où vous êtes tous de la même famille,
ça devient compliqué donc de contrôler, donc de dire au chef de famille ce qui se fait n'est pas bien. Mais je pense qu'il le faut pour la vitalité donc, du débat, pour la pertinence, et parce qu'aujourd'hui, on a envie de retrouver une assemblée nationale qui aborde sérieusement donc, les faits de société, qui aborde donc, des sujets qui touchent le quotidien des Béninois. Ouais. Et parlant de l'équilibre des pouvoirs, comment cette nouvelle législature peut-elle renforcer sa fonction de contrôle de l'action gouvernementale pour s'assurer que les grands chantiers profitent réellement à toutes les communes? Oui, il faut partir déjà donc, du contrôle de l'action du gouvernement. Lorsqu'il y a des problématiques, lorsqu'il y a des sujets qui touchent les Béninois dans leur ensemble, on veut voir des députés qui soient donc en mesure d'adresser, donc d'interpeller le gouvernement, de demander au gouvernement donc de s'expliquer. Dans la proposition des lois aussi, je pense qu'il faut désormais proposer moins de lois qui parlent politique. On a besoin des lois qui touchent le quotidien, qui abordent donc des problèmes donc des Béninois. Donc moi, je veux bien qu'on assiste à une 10e législature qui, avec des députés entourés de cabinets sérieux qui travaillent donc sur des lois, qui travaillent sur des propositions de lois, pour que véritablement, ça peut ne pas passer, mais il faut faire le pas. Vous voyez, il faut faire le pas. On a l'impression qu'on a des députés qui, voilà, on va à l'Assemblée nationale, on siège. Généralement, lorsque les projets de loi viennent du gouvernement, d'accord, on en débat, mais il n'y a pas souvent d'initiative au niveau donc des députés. Et lorsque les projets de loi viennent du gouvernement aussi, moi, j'espère qu'on aura donc des députés qui pourront véritablement dire ce qu'ils pensent, qui pourront susciter de façon sincère, de façon sincère, qui pourront susciter le débat. On en a vu, des députés soutien du gouvernement qui, sur certains projets de loi, ont pu dire quand même ce qu'ils pensent, ont pu donner leur position. Et on ne leur a pas coupé la tête. Donc, je pense que, en fait, c'est ça qui va démentir un peu toutes les substitutions actuelles qui tentent donc de dire que 109 députés acquis à la cause donc, du gouvernement, on n'aura pas un débat intéressant au Parlement. Et je pense que les gens ont même tendance à se dire, bon, de toute façon, il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas d'Assemblée nationale parce qu'il n'y a que des députés acquis à la cause du gouvernement. Donc, il faut que les 109 députés, il faut qu'ils demandent donc ces imaginations-là. Oui. Un mandat de 7 ans pour les députés, un mandat de 7 ans également pour le président de la République. Le prochain président de la République sera bientôt connu, même si déjà certaines personnes agitent, certains non. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu les élections. Mais au niveau du Parlement, on sait que le Parlement est actuellement aux couleurs de la majorité présidentielle. Est-ce un boulevard pour justement réaliser tout ce que le pouvoir exécutif n'arrivait pas à faire parce qu'il estimait que très souvent le Parlement ne lui donnait pas les coups de franche pour pouvoir le faire, l'opposition qui décrit, mais maintenant un Parlement à 100% acquis à la cause de la majorité présidentielle, est-ce à dire que le chemin, le boulevard du développement est complètement mis en place? Oui, le boulevard est ouvert, mais attention, vous savez que lorsque le tombeau est ouvert, ce n'est pas une raison pour conduire à vive allure. Le boulevard est ouvert, c'est surtout pour ça que j'interpelle donc l'objectivité donc des députés. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, je pense que les jeux sont presque faits pour la présidentielle. Ouais. Et le prochain président est presque connu. On attend toujours les élections. Oui, bien sûr. En tout cas, le favori, si vous voulez. Comme on le dit en politique, on ne dit jamais, jamais, ouais, mais même vrai, si on a une idée. Oui, c'est vrai, mais bon, je vais parler en termes de favori. Le favori, donc, a été désigné donc, par les partis de la mouvance qui sont aujourd'hui majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, le boulevard est ouvert. Ça sera plus facile désormais pour le gouvernement d'aller sur des sujets, de proposer des actions. Mais en même temps, j'insiste pour dire que les députés doivent pouvoir donc rester vigilants. Ce n'est pas parce qu'on est soutien d'un gouvernement qu'il faut donc voter les yeux fermés tout ce que le gouvernement va proposer. Et quelles sont vos attentes personnelles de cette législature sans aucun parti de l'opposition? Alors, les attentes, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir des propositions de loi. Il faut que les députés se mettent véritablement à l'œuvre. Il faut que les populations doivent sentir qu'ils ont véritablement des représentants
qui les écoutent, parce que lorsque vous écoutez vos mandats, ça dit que vous devez être en mesure de faire des propositions qui les touchent. Et lorsque on est en débat, par exemple sur le budget de l'État, vous devez être en mesure donc de défendre des projets, de défendre donc des actions proposées par le gouvernement qui touchent vos populations à la base. Moi, j'attends beaucoup de propositions de loi qui, je persiste, qui touchent le quotidien des Béninois et non des propositions jeunesse, de loi qui... les femmes. Voilà, et non des propositions de loi juste pour renforcer des positions politiques, avantager donc des acteurs politiques. On verra bien comment ça va se passer. Deuxième sujet pour vous, nous allons parler de réforme et de modernisation avec le marché de Misseba, désormais conjugué au passé Misseba, tel qu'on connaissait ce marché bien évidemment. Le Misseba était le poumon textile de la friperie en Afrique de l'Ouest. La modernisation du site ne risque-t-elle pas d'exclure les petites mains, c'est-à-dire ces mains qui font de petits commerces au profit de grandes enseignes internationales? Alors, le marché de Missebo, vous savez, quand on dit Missebo, c'est tout un ensemble. Vous avez les boutiques de friperie, et vous avez surtout les vendeurs ambulants, et vous avez les intermédiaires, ceux que nous appelons souvent les clébés, les intermédiaires qui viennent déjà vous accueillir à l'entrée du marché. C'est tout ce beau monde qui forme Missebo. Aujourd'hui, le marché est délocalisé, modernisé, donc forcément le concept ne sera plus le même, parce que je vois mal des vendeurs ambulants dans le nouveau marché, le marché moderne. Donc les choses vont changer, et je pense aussi au coût en même temps, parce que là vous avez des vendeurs de friperie qui ont désormais des boutiques modernes, dont le coût forcément ne sera pas le même que ce qui se payait. Donc la marchandise va également prendre un coup. Ce qui est sûr, il faut commencer. On a vu dans les autres marchés comment ça s'est passé, comment au début on a vu beaucoup donc de bonnes dames qui se plaignaient. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens s'habituent. Les autres, parce qu'à Missebo, tout le monde n'avait pas forcément donc d'emplacement, tout le monde n'avait pas de boutique. Donc la question, que devient justement ceux qui vendaient les vendeurs ambulants, certains avaient leur bureau dans les bras, voilà, avec leur bureau et leurs produits en même temps. Donc je pense que cette catégorie va se retrouver un peu en difficulté. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu pour eux, mais je pense que c'est là où va se situer la difficulté. Donc certainement qu'ils ont une place dans le nouveau marché. Et puisque j'ai parlé de déplacement, on a vu le déplacement qui s'est opéré vers PK3. Ça éloigne de nombreux commerçants et clients du centre névralgique de Cotonou. Pensez-vous que le flux de clients à PK3 soit aussi dense qu'à Missebo? Je pense qu'a priori, on peut dire non. Après, il faut attendre pour voir comment ça va se passer. Et hier, je le disais à un ami, désormais, ceux qui sont dans les prêt-à-porter vont peut-être se dire, bon, voilà, c'est enfin notre heure a sonné, parce que c'est justement, on essayait de les esquiver, on allait à Missebo pour trouver comment on appelle, les articles à moindre coût. Très rapidement. Très rapidement. Donc aujourd'hui, il suffit juste de faire un petit calcul. Si tu dois quitter, par exemple, Calavi pour aller à PK3, juste parce que tu veux des articles à moindre coût. C'est un petit voyage. C'est un petit voyage. Donc quand tu calcules un peu ce que ça doit te coûter, bon, rapidement, tu peux te dire, bon, je préfère aller dans un prêt-à-porter rapidement, et puis voilà. Donc effectivement, la difficulté est là. Je pense que ça va être la même chose pour d'autres marchés, notamment le marché d'Antokpa aussi, dont une partie va se retrouver à Calavi. Avec le temps, les gens vont peut-être s'habituer, mais pour un début, je pense que ça va être très compliqué. Ouais. Nous allons à présent parler insécurité routière. Les plaintes contre les Tokpa se multiplient. Le comportement des conducteurs de ces minibus est souvent décrié, mais ce type de transport en commun reste indispensable pour les populations à cause de son coût. Doit-on parler de laxisme ou plutôt de compromission au niveau des contrôles routiers? Éternel sujet. Je pense qu'à Cotonou, il y avait une solution, mais qui malheureusement n'a pas marché. La délocalisation donc du gare. Vous voulez parler de cet arrêté du préfet, justement, qui malheureusement n'a pas marché. Et malheureusement aussi, vous savez, actuellement, je pense que quand on prend
les camions, les gros porteurs, il y a des règles de circulation, mais ce qui ne peut peut-être pas être le cas avec les topa-topa parce que c'est un moyen de transport en commun. Les gens ont besoin de circuler à tout moment. Moi, je pense qu'il y a peut-être un peu de lassisme. À un moment donné, vous avez des chauffeurs de topa-topa qui se croient véritablement tout permis, c'est-à-dire que rien ne se passe comme prévu. C'est des gens qui sont totalement aux antipodes donc, des règles de circulation. Je pense que la police doit véritablement prendre ce sujet à bras le corps parce que le dégât, il n'est pas insignifiant. Ouais. Selon vous, pourquoi ce type de transport en commun se met volontairement en marge du code de la route malgré les tests en vigueur dans ce secteur? Oui, c'est pour ça que je parle de lassisme. Il faut commencer par sévir sérieusement et ça va peut-être les amener à se ranger parce qu'il y a une réglementation en vigueur. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de point d'arrêt? Parce qu'on sait que parfois il y a des points d'embarquement à l'entame, mais sur le tronçon, il n'y a pas de point d'arrêt. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème organisationnel aussi qui se pose au niveau de l'administration? Oui, il faut organiser. Il n'y a pas de point d'arrêt, ce qui fait que vous avez des topa-topa qui s'arrêtent à tout bout de champ, qui se retrouvent même sur le couloir réservé aux motocyclistes. Et c'est compliqué. Je pense qu'il faut peut-être organiser, avoir des points d'arrêt. Si on met une telle organisation en place, désormais, si on voit un chauffeur de topa-topa s'arrêter hors de ces points d'arrêt, je pense qu'on va pouvoir lui appliquer ce qui est prévu. Ouais. Vous êtes journaliste, vous observez souvent ce terrain face à la multiplication des accidents impliquant les topa-topa parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Faut-il durcir, selon vous, les sanctions pénales contre les chauffeurs ou revoir entièrement le système d'octroi des licences de transport Uber? Oui, il faut revoir d'abord le système parce que voilà, même si on durcit, le problème est peut-être plus profond que ça. Ouais. Donc il faut revoir les choses à la base. Parfois vous voyez de très jeunes, c'est vrai, savoir conduire n'est pas forcément une question d'âge, mais je pense qu'il faut assainir le secteur, il faut aller regarder de plus près comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'un chauffeur se retrouve chauffeur de topa-topa, quelle est l'expérience, quelle est la compétence, quelle est la maturité, quelle est donc la capacité d'analyse, le sens de responsabilité, aussi, oui. La capacité donc d'analyse de la circulation. Donc c'est beaucoup de choses ensemble et dès qu'on va commencer par régler les choses progressivement, je pense qu'à un moment donné, on peut passer maintenant à des sanctions assez dures. Merci à vous, Koshimo Humbadji. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons rapidement faire un clin d'œil à nos partenaires, le temps d'installer l'artiste de la semaine. Dans tous les médias de service public, nous tenons rigoureusement, dans cette période électorale, le scrupule et le souci de l'honnêteté, de l'objectivité et de la véracité. Nous interdisons la publication de propos ou de déclarations qui ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. Dans tous les médias du service public, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. Dans tous les médias, nous nous conformons au respect strict de la déontologie et aux exigences de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens. En outre, nous restons collés à l'obligation de l'accès équitable des partis politiques, de la société civile et des citoyens aux médias du service public. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Nous comptons non
témoignage, Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Bodito, aujourd'hui, pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito, si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito. Petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablabi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse, et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement un artiste, nous accueillons une institution vivante. Imaginez un jeune homme quittant les terres du Dahomey, le code civil sous le bras, pour finalement troquer la robe d'avocat contre les vibrations de la liberté de la poussière du Sahara. Au néant de Paris, il a porté la voix du Bénin là où personne ne l'attendait. Alors que le monde découvrait le reggae, lui, il s'asseyait déjà à la table des légendes. Il est l'un des rares, sinon l'un des très rares élus à avoir reçu l'onction des Wailers eux-mêmes, collaborateur intime des Barrettes et de la famille Marley. Il a fait résonner notre langue fond dans l'enceinte sacrée du studio Top Gang à Kingston. Aujourd'hui, après plus de 40 ans de lutte musicale, il revient avec le cri de ralliement Lobo Lobo. Un cri qui nous rappelle que si l'homme peut être corrompu, l'esprit du Rastaman, lui, reste une forteresse inexpugnable. L'entretien de ce dimanche est une rencontre entre la rigueur de la loi et la puissance du roots. Voici le pionnier, que dis-je, le patriarche, sinon le gardien du temple, Yaya Yaovi, l'inoxydable. Suivant.
compris, mesdames et messieurs, faites de l'espace dans votre salon parce qu'aujourd'hui nous allons danser le reggae avec la légende Yaya Yaovi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir. On vous appelle le Lion. Est-ce que c'est la traversée du désert pour rejoindre l'Europe qui vous a forgé cette crinière d'acier? Franchement, non, mais la traversée, ça a été tout simplement un coup de tête parce que je ne voulais pas attendre qu'on m'envoie les papiers nécessaires pour que je voyage en Europe et puis je suis parti tout simplement. Et voilà, et ça m'a permis d'explorer un peu, de voir le désert, de voir plein de choses et de connaître un peu les mentalités du peuple, des peuples qu'il y a dans tout ce monde. Voilà. Ouais. On sait que Yaya Yaovi était destiné aux barreaux et aux tribunaux, mais le reggae a rapidement pris une autre forme du tribunal, ou bien est-ce que c'est pour juger, c'est pour beaucoup plus prendre en compte les injustices sociales? Justement, je veux juger personne, mais je veux tout simplement participer à ce que l'homme soit un peu plus élevé. Je n'ai pas envie de juger des gens, je sais qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais disons que si finalement j'ai laissé tomber les études de droit pour être avocat, c'est tout simplement parce que j'avais vu au temps de Kérékou ce qui s'était passé ici. Il y avait mon frère qui était major de la première promotion de l'École nationale d'administration qui a disparu. Donc ça m'a foutu le moral à zéro et puis je me suis dit... là où je pouvais être beaucoup plus libre, ce serait de faire ma musique tout simplement. Voilà, c'est la recherche de ma liberté qui m'a conduit à rester dans la musique et non... voilà. Ouais. On sait qu'en 1980, vous sortez Release Time. À l'époque, être un Béninois faisant du reggae à Paris, est-ce que ce n'était pas vu comme un acte de rébellion ou plutôt de la pure folie? Bah, disons que les journalistes à l'époque ne concevaient pas le reggae, surtout lorsqu'on se proclame Rasta, ils ne concevaient pas ça en dehors des Jamaïcains. Voilà. Mais les Jamaïcains, ils ont toujours dit que le reggae, c'est pour l'Afrique. Et quand l'Afrique va commencer à entendre le reggae, ça va être le moment où l'Afrique va se réveiller. Donc moi, ça m'intéressait parce que j'ai toujours été marqué par l'histoire de l'Afrique avec l'esclavage et tout ça. Ça a toujours été un gros choc pour moi et je me suis dit comment est-ce que des aïeux ont pu faire des choses comme ça. Et donc, pour moi, le reggae, c'est mon chemin de rédemption. Ouais. C'est la raison pour laquelle je voudrais demander pourquoi typiquement ou spécifiquement le reggae, parce qu'il y avait également beaucoup d'autres rythmes. Ouais, comme je viens de dire, le reggae, pour moi, c'est la musique qui est le chemin qui permet de prendre son chemin de rédemption. Et c'est une musique qui est l'essence même de toutes les musiques africaines. D'ailleurs, il suffit d'écouter les différentes folklores qu'il y a en Afrique, ou musique tout simplement, qui en Afrique, écoutez même les James Brown et tout ça, vous allez trouver que le reggae, c'est vraiment l'essence de ces musiques. Voilà. Voilà pourquoi je suis resté dans le reggae. Et le reggae, pourquoi? Parce que Rasta, nous, on prône le retour en Afrique. Et on sait que tant que les esclaves, les anciens esclaves, les descendants d'esclaves ne retourneront pas dans ce pays, eh bien l'Afrique ne va jamais se réveiller parce qu'on ne peut pas vendre ses enfants, les laisser les faire exploiter et vivre comme ça et croire que rien ne se passera après. Il y aura des conséquences et ces conséquences, c'est tout simplement que si les gars, ils parlent tout le temps de repatriation, tant qu'ils ne vont pas revenir et tant qu'on leur donneront pas leurs droits, parce que quand on vendait les gens, qu'est-ce qu'on faisait de leur terrain, de leurs trucs, tout ça? On volait ça. Donc il faut qu'ils puissent rentrer
qu'on les dédommage et qui se sentent eux-mêmes de ce pays-là. Voilà. On parle souvent de Bob Marley comme une idole, mais vous travaillez avec sa famille. Est-ce que l'ombre de Bob Marley plane encore sur la console de mixage quand vous enregistrez là-bas? Écoutez, quand vous parlez de Bob Marley, vous voyez que même ses enfants, quand ils font des concerts, il faut que chanter Bob Marley. Donc les messages de Bob Marley sont toujours actuels. Oui. Parce que c'est les messages des Rastas. C'est les chansons de Bob Marley, c'est les raisonnements que les Rastas ont eus entre eux, qu'il a mis en chanson, donc c'est toujours valable. Et comme il le disait, tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura toujours le reggae. Et l'injustice, vous savez, regardez ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui, c'est de la pagaille. Et partout, y compris ici. Aston Family Man, Barrett vous a souvent accompagné. Et quelle est la leçon la plus importante qu'il vous ait apprise sur la musique? Ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Yaya, you know, music is like a painter. You play, you come again, you look, you put something here, something, and he come bright. Ça, c'est une leçon que j'ai appris. C'est-à-dire, voilà, vous voulez dire en anglais, en français, ce qui veut dire tout simplement la musique, c'est comme un tableau. Un tableau, quand vous faites un tableau, vous créez quelque chose. Après, vous regardez, vous rajoutez un coup de pinceau par là, un coup par là, et là, ça devient... Voilà, majestueux. Ça devient super et vous aimez ça. Et voilà, c'est ça la musique. Et il m'a toujours dit ça. Il m'a dit, tu sais, quand on allait au studio avec Bob Marley, on enregistre après tous les gars là, tu vois, tous les Wheelers, eux ils vont dormir. Bob et moi là, on travaille tout le temps, on retourne en studio, on travaille des nuits, avant que le produit sorte. Et ça, je sais que c'est vrai parce que depuis que j'ai commencé à travailler comme ça, je vois que ma musique, c'est quand même autre chose. Parce que je ne travaille pas, je vais pas enregistrer aujourd'hui, sortir ça demain. Non, je vais écouter, retravailler, retourner en studio, rechanter, quand il le faut, rechanter. Et faire jusqu'à ce que je sente que il y a le soul, il y a tout ce qu'il faut. Et là, à partir de là, je peux dire que Ouais. Mais des fois, c'est difficile aussi quand il n'y a plus personne à côté de vous pour vous arrêter. Voilà, donc... On sait que dans votre dernier titre, Lobo Lobo, c'est sorti en 2025, on sent une production d'une précision chirurgicale, tel que vous le dites, carrément un tableau. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour livrer ce message de résistance? Lobo Lobo, c'est pas que j'ai attendu longtemps, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti en studio justement et j'avais repris un enregistrement que j'avais déjà fait avec mon groupe Yaya Hunting. Et parce que notre vision à l'époque, c'était qu'on devrait se faire produire par Bob Marley. Dommage, ça s'est pas fait parce qu'au moment où on devrait commencer, c'est là que Bob il est parti. Très bien. Donc, nous, on a continué le travail. Un jour, j'étais en studio avec Family Man. On est en train de réenregistrer Rastaman Wants. Et en même temps que je chantais Rastaman, We want our freedom, we want the justice. Il y a le truc qui m'est venu à la tête. Je dis, ma maman, elle chantait, tu vois, Lobo Lobo, Glidja, Glidja, Nenaïna Olo. Alors moi, j'ai commencé à dire, j'ai arrêté de chanter Rastaman Wants et j'ai commencé à faire Lobo Lobo, Glidja Glidja, Ina Roba Top Style. Et j'ai commencé à chanter ça. Family Man, il a commencé à jouer. Après, on a mis ça à côté et on est revenu sur Rastaman Wants, on a fait Rastaman Wants. Mais moi, j'ai laissé ça à côté, puis je suis retourné en Jamaïque un jour et Family Man, il vient, il fait Loba Loba, Ina Roba Top Style. J'ai dit, oui, il y a cette chanson-là. Et là, je suis rentré, quand je suis retourné à Paris, j'ai commencé à réécouter ça et à travailler. Ouais. Et c'est comme ça que je l'ai sorti maintenant. Voilà. Ouais.
Nous allons donc suivre cette chanson qui ressemble à la version béninoise de Cendrillon dans son clip où vous allez comprendre ce que je viens de dire. Suivons. Glitcha, lubba lubba, in a rubber dub style. Glitcha, lubba lubba, glitcha, in a raga style. Yeah, lubba lubba, nena nina wolo, oh no, nena nina wolo. Glitcha, nena nyina o, nyamada fole me chopolo bola so asiagbe. Ewi lo, chopo glitcha la so asiagbe. Oh, wanna love, wanna love. Glitcha, lubba, glitcha, lubba, glitcha, lubba, glitcha. Eh oui, me wanu delo, façon colo fun wa chocolo fun wanu. Eh oui, me wanu delo, façon colo fun wa chocolo fun wanu. Eh oui. Toujours sur le plateau avec la légende Yaya Yaové, Lobo Lobo. Qu'est-ce qui vous a donné cette inspiration de l'histoire Cendrillon qui s'est caché, qui s'est camouflé derrière ce grand Lobo Lobo? Ouais, Lobo Lobo, c'est maman qui chantait ça, ouais, que j'entendais. Et j'ai compris la chanson, c'est tout simplement une manière de dire aux hommes qui épousent les femmes, par exemple, de ne pas croire que la femme que tu as épousée, c'est ton objet, c'est ton bien, et que la femme, elle peut partir à n'importe quel moment. En fait, c'est une femme qui chante, en fait, cette chanson, et qui dit tous tes grands trucs, tout ton luxe ou bien tout ce que tu as, bon, tu peux le garder pour toi, moi, je me casse. Voilà. Donc c'est pour la libération, en fait, la libération de la femme. Et donc, j'ai mis j'ai vu comment est-ce que les gens traitent souvent ceux qu'on appelle les vilomégons ou bien les bonnes en général. Tu vois, et tout ça mélangé dans ma tête, ça a fait que, bon, on a fait le clip comme ça, et puis c'est comme ça que c'est arrivé. En tout cas, un clip très bien réussi, on peut le dire. Et qu'est-ce que le Bénin possède, selon vous,
et que les Jamaïcains n'ont pas dans leur musique? Qu'est-ce que le Bénin possède et que les Jamaïcains n'ont pas dans leur musique? Les Jamaïcains, ils ont tout ce que le Bénin possède dans leur musique. Alors, ils ont le soul, ils ont tout ce qu'on a ici. Il n'y a aucune différence. Voilà. Donc, moi, je ne pense pas que le Bénin possède quelque chose que les Jamaïcains n'ont pas. C'est plutôt... c'est toujours le même peuple. C'est comme si on me dit qu'est-ce que le Bénin possède que, par exemple, la Côte d'Ivoire n'a pas dans sa musique. Bon, ça ne veut rien dire. Ça veut dire? Voilà, ça veut dire tout simplement qu'on est tous pareils. Et c'est pour ça que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise, même quand vous enregistrez en Jamaïque? Je me sens en Jamaïque, c'est que quand j'enregistre là-bas, je suis avec les frères Rasta. Donc les vibrations sont positives. Et ça me rappelle quand j'étais petit ici. Parce que quand j'étais petit, j'avais vu des groupes se monter. Jonas Pedro, le groupe de Jonas Pedro, ça s'appelait Los Panchos. J'avais vu El Rigo et ses commandos. J'avais vu Polyrhythmo. J'avais vu Kidjo Oscar avec les Ross. J'avais vu, comment appelle-t-on ça, les Galmeda avec les Roxon. Il y avait plein de petits groupes qui m'entouraient comme ça. Moi, j'étais à Saint-Jean, donc un peu tout autour de moi, il y avait tout ça. Donc moi, je me baladais, des fois, j'allais voir leurs répétitions. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les vibrations que les gens, ils avaient. Quand je suis revenu ici, je n'ai plus revu ces vibrations-là. Mais quand je suis en Jamaïque, je retrouve ces vibrations. C'est-à-dire quand on jouait, par exemple, quand on était parti en studio, la première fois en Jamaïque, et qu'on était en train de travailler, il y a l'autre qui vient, il dit « Ah, c'est super, il faut mettre ça. » Tu vois, ça c'est vraiment africain, ça vient naturellement. C'est-à-dire les gens, ils participent avec toi à ta création. Et ça fait vraiment... Et en plus, le truc qui m'a le plus touché, qui fait que je vais toujours là-bas pour travailler, c'est que les gars, ils arrivent à rentrer dans ton esprit. C'est-à-dire, c'est comme si c'est eux qui font la musique. Et là, c'est un truc qui me touche vraiment. Alors que depuis que je suis arrivé ici, que j'ai essayé de faire les choses avec les gars, j'ai compris que, bon... La révolution est passée par là, les désespoirs, les trucs sont passés par là et ça a foutu beaucoup de choses en l'air. Et je crois que l'homme béninois, il a besoin de se réveiller, quoi. Les gens sont devenus un peu trop BCBG, en fait. C'est dit quand même. Un autre titre de Yaya Yaovi, Adjaka, ça a été perçu comme un électrochoc, je dirais. D'où vous est venue cette inspiration, Adjaka? Adjaka. Adjaka, j'étais à la maison, j'entends les gens passer, ils disent Adjaka voleur, Adjaka bandit. Ils font des choses, j'ai dit oh, Adjaka voleur, Adjaka bandit. Ah, c'est vrai que Adjaka, c'est un voleur, c'est un bandit. Et j'ai vu toute la corruption qu'il y a dans le pays. J'ai dit, ouais, partout c'est corrompu, partout il y a la corruption. Et ça m'a poussé à faire cette chanson tout simplement, en fait, pour refuser un peu la corruption, pour chanter contre la corruption, voilà, anti-corruption, voilà. Ouais, on sait que la corruption, le matérialisme, vous chantez que l'homme vend son âme pour des miettes, mais le reggae, est-ce que le reggae peut-il véritablement soigner la société africaine malade de l'argent? Ça, j'y crois vraiment et j'y crois fermement. Je crois que vraiment, notre pays a besoin de reggae. D'ailleurs, j'avais essayé de prendre contact avec Lionel Talon pour qu'on organise un festival, mais il n'a jamais donné suite à mon... certainement qu'il vous écoute actuellement et vous aurez bientôt gain de cause, ça j'en suis certain. Je pense qu'on devrait organiser un grand festival de reggae ici au Bénin, parce que le Bénin, là, le Dahomey, là, ça a été un nœud hyper important dans l'esclavage qui a été fait, tu vois, le commerce triangulaire, leur truc là. D'ailleurs, on voit tout le travail qui se fait aujourd'hui avec les Vaudondais. Je pense qu'on a besoin vraiment de ça pour donner un coup de, je sais pas, au peuple, que les gars, ils se réveillent un peu, parce que ça, le reggae à partir... D'ailleurs,
Le reggae a influencé tout ce qui a existé comme musique depuis que le reggae existait. Même la mode. Les femmes qui mettaient des perruques ne mettent plus de perruques, ça fait des nappies, tout ça. C'est Rasta. Rasta qui a amené cette fierté d'être de s'accepter africain, parce que être africain, à un moment donné, c'était dur, parce qu'on sait que l'Afrique a vendu ses fils. Et là, un homme qui vend un homme, qu'est-ce qu'il est? Franchement. Voilà. Donc il est important qu'on fasse du reggae, qu'on fasse sonner du reggae dans le pays pour que les âmes... Pour réveiller les esprits. Pour guérir les âmes. Ouais. Voilà. Et justement, pour guérir les âmes, nous allons suivre ce clip Adjaka. Suivez très bien, c'est un message profond. Nous allons ensemble revenir sur ce plateau pour en parler. Yeah, man. Adjaka Bondi, un tableau Pempaya Yaovi. Qu'est-ce qui a inspiré véritablement cette chanson? Parce qu'on voit que c'est un tableau qui reflète la société. Et pourquoi est-ce que vous faites ressortir tous ces aspects-là? Et pourquoi précisément Adjaka? Parce que Adjaka, ça caractérise ça. La souris. Quand vous mettez votre poisson là, ou bien votre morceau de viande, ou bien votre nourriture là, et que vous laissez ça, les souris viennent et voilà, et s'en occupent. Donc c'est ça le problème. Non, mais qu'est-ce qui m'a inspiré aussi, tu vois, vous voyez,
Il y a un truc qui m'a choqué. Quoi? Qui m'a choqué dans ce pays. Et tout ça, ça m'a inspiré cette chanson. J'ai vu que même quand il y a des lois, des gens qui sont supposés être les élites même dans le pays ne respectent pas ça et poussent les gens à ne pas respecter ça. On fait des bornages, on doit aligner les gens, on ne le fait pas parce que l'autre qui ne veut pas laisser la place de l'autre. C'est ça. Et le maire va dire, bon, ils ont fait bornage, mais vous n'écoutez pas. Laissez-les, vous gardez votre truc, vous continuez comme ça, parce qu'il est le maire. Voilà. Ça, c'est à Djaka. C'est tous ces trucs-là qui font que l'Afrique a du mal à se lever. Mais c'est normal. Parce que tous ces gens-là, leurs aïeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu des êtres humains. Alors, ils sont tous malades de ça. Et maintenant, il n'y a plus rien. On ne peut plus vendre des gens. Donc, on vole les terres. On vole, on ne respecte pas les lois. On dit, la corruption. On va à l'Assemblée, on fait des lois. Et quand ça vous touche, alors vous dites, ah non, moi, voilà. Adjaka voleur. Adjaka voleur. C'est ça, Adjaka. Eh bien, Yaovi, on sait que la nouvelle génération béninoise est très tournée vers l'afro-pop. Vous le savez, le reggae roots n'est-il pas en train de devenir une musique de musée au Bénin? Pardon? Le reggae roots n'est-il pas en train de devenir une musique de musée au Bénin? De musée? Je suppose. moi, de toute façon, c'est pas mon problème. Moi, je sais que je fais de la musique. Je suis en mission. C'est ça. Je suis en mission. Et tant que ma mission ne serait pas terminée, je continuerai à faire du reggae. Parce que je sais que c'est cette musique qui peut guérir le peuple. Parce qu'on a souffert, on vient de très loin. On peut pas enjamber les choses et faire n'importe quoi. On peut pas. Voilà, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Le reggae, déjà, c'est une musique de message. C'est ça. Pourquoi message? Parce que quand vous faites du reggae, vous devez dire des choses positives. Vous devez faire en sorte que le peuple se réveille pour être dans le positif. C'est ça. Or, il y a des gens, bon, moi je n'irai pas chanter la musique belle fille, je t'aime, machin, ça m'intéresse pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Quand je chante, c'est que bon, j'ai quelque chose à dire. Donc je suis en mission. Maintenant, est-ce que la mission peut être dans des musées? Ça, je ne sais pas. Mais la mission, c'est un truc qui continue. Voilà. Moi, je continue ma mission. Dites-moi, Yaovi, de façon sincère, si vous devriez choisir aujourd'hui un jeune artiste béninois pour être votre héritier spirituel, qui auriez-vous choisi? Alors, c'est une drôle de question. Question à 15 000 balles apparemment. Ah là, ça, je dirais pas ça. Je dirais tout simplement que les jeunes, de toute façon, ils font ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. L'essentiel, c'est qu'ils le fassent bien. Et qu'ils comprennent tout simplement que s'il y a des gens qui vont être héritiers de Rasta, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient dans le positif. Il faut qu'ils passent des messages dans leur musique, quelle que soit la forme de la musique qu'ils prennent, que ce soit positif et qu'ils aient toujours l'espoir, c'est-à-dire demain, ce serait meilleur. Voilà. Nous savons aussi que votre album sort en 2026. On dit qu'il sera le plus spirituel de votre carrière. Est-ce l'album de la maturité ou celui d'un nouveau départ? Mais non, dans l'album, il y a un titre, enfin, je ne vais pas dire ça pour l'instant. Non, sortez-nous les informations. Nous voulons toutes les informations ici. Ça va être des surprises. Mais non, pour moi, il n'y a pas d'album de maturité, il n'y a pas d'album de nouveau départ. Il y a tout simplement une continuation de ma mission, tout simplement. Voilà. Et Yaovi, après avoir parcouru le monde, quelle image du Bénin voulez-vous que l'histoire retienne à travers votre musique? Yeah. Vous savez,
Sodome et Gomorre. Vous êtes allé dans la Bible, hein? Sodome et Gomorre. D'accord. Quand l'Éternel a voulu détruire Sodome et Gomorre, il a dit à, je ne sais plus qui c'est qui était là, mais il a dit, sors vite et regarde partout dans le Sodome et Gomorre. S'il y a un seul juste, je ne détruirai pas ce pays. Et il est sorti, il a détruit le pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Bénin, il faut que le Bénin sache, que les jeunes sachent qu'ils ont une mission sur cette terre. Il faut qu'ils aillent vers la justice. Et la justice, ça permettra au Bénin d'exister. Et c'est tout ce que je peux te dire. Merci à vous, Yaovi, pour cette précieusement partie avec nous. Je ne vais pas quand même vous laisser partir sans un acapella pour nos téléspectateurs parce qu'ils veulent véritablement voir Yaovi. Mais juste en quelques mots. Acapella. Ouais. Loba loba, ina roba dub style. Glija glija, ina raga style. Yeah. Loba loba, nena ina olo. Glija glija. Ça veut dire step out of Babylon. Merci à vous, Yaovi, la légende. Merci d'être resté avec nous. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau du grand format. Merci. C'est moi. Merci à tous nos amis téléspectateurs qui nous ont reçus chez eux. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Stop et fin pour le grand format de ce dimanche 25 janvier 2026. On se retrouve très prochainement. Bon dimanche à vous et portez-vous bien.